mobile depuis la reconstitution historique. Recommence. Great, Sarah. C'est juste en réception, ça on va quoi c'est qu'en émission. Et sur le point de vue langue, Oui. alors, on va d'avoir en anglais, après Ah bah oui, je vois, là, j'ai le seul moyen de communiquer à l'étranger avec des... Parce que là, j'ai 10 mégas, là. Mais autrefois, sur 10 mégas et quelques, il y avait même France Internationale. Le N, c'est un Mais fais le M, c'est facile, le M de Maël. Regarde, le M, c'est comme ça. 99. Allez, vas-y. Vas-y. Non, fais ton M. M. Prénom. Ouais. Alors, Le A, regarde, je te fais le A. Et là, il est équipé de 50 J'en fais un autre, dis là. c'est un court, un long. Non, plus long. Regarde. Attends, bouge pas. Pareil de ton poignet. Et il y en a beaucoup d'autres après. En Corse, il y a Saint-Julien-les-Combes, comme de tradition, au mois de juin au lieu du mois de mai, mais avec le beau temps. Écoute, j'ai amené quelques émetteurs de ma collection. Ce sont des émetteurs US, Signal Corps, qui étaient utilisés pendant la Seconde Guerre mondiale, en l'occurrence un émetteur de bombardier B-17 avec ses magnifiques VT4C, et puis un 1306, qui est l'ancêtre de la MGR C9, mondialement connu. Naturellement, on retrouve le BC 191 qui était le pendant de l'émetteur de bombardier avec son récepteur, le BC 348. On va baisser le C9 parce que Jean-Pierre nous cause encore sur onde courte là. Alors on a les tuning units qui permettaient à ces différents émetteurs de fonctionner sur différentes bandes. Voilà. Et qui se montait en lieu et place de celui-ci. Le haut-parleur qui allait avec le récepteur. On a également l'ancêtre du portable, le BC611, que certains connaissaient dans l'armée. Après, il y a eu les bananes, il y a eu les PRC-11, mais ça c'est l'ancêtre, le BC611. Après, on a d'autres émetteurs qui étaient dans des commandes car, style BC223, qui est assez rare, ainsi qu'un émetteur de la Nouvelle-Zélande, donc c'est le seul de l'exposition qui n'est pas Made in USA. Il est de la Nouvelle-Zélande, mais pour la guerre 39-45. À noter également un récepteur BC312 qui était monté dans des GMC ou dans des stations d'écoute, avec des émetteurs de grande capacité, style 399. Un point particulier sur cette balise, la balise Eureka qui servait au parachutage pendant la Seconde Guerre mondiale sous l'égide de la SOE ou des partisans pour faire repérer à l'avion qui survolait le territoire le lieu de parachutage des containers qui étaient munis de différentes choses pour la résistance. De ce côté-là, on retrouve un BCL classique des années 40 qui permettait d'écouter les émissions de la BBC, ainsi qu'un fréquence-mètre et un BC1000 qui était porté à même le dos. Est-ce que tu penses que le son va être bon, Raymond? Oui. Et tu termines par le C9. Alors le C9 qui n'est pas du tout de la Seconde Guerre mondiale, mais plutôt qui a participé à la guerre d'Indochine et à la guerre d'Algérie par exemple, avec sa tristement célèbre Gégène. Pourquoi tristement célèbre? Parce que malheureusement, elle participait à des opérations de torture. Ah bon? Voilà. Voilà. Donc elle servait quand même à faire fonctionner en primeur l'émetteur-récepteur présentement ici et en autonome sur le terrain, c'est-à-dire sans alimentation auxiliaire, sans secteur, sans batterie. Avec ça, on pouvait faire de l'émission et de la réception en tout lieu. Voilà. Merci. Alors, comme matériel, qu'est-ce que tu présentes? Eh bien, je vous présente du matériel utilisé par la Seconde Guerre mondiale par les agents venus de Londres.
pour pouvoir communiquer bien sûr avec l'Angleterre, entre la résistance et puis les agents de Londres. D'accord. Et physiquement, alors qu'est-ce qu'il y a comme matériel de présenter? D'accord, alors On y arrive. Il y a différents postes de radio. Le premier, dans l'ordre d'entrée en onde, si je puis dire, il s'agit du Paracet, qui est des années 1941. Lui, alors ça c'est le premier modèle, c'est-à-dire avec peu de puissance et puis émission et réception sur la même boîte. Ensuite il y a le MK15 qui était un appareil beaucoup plus puissant mais qui demandait l'aide des résistants pour le cacher parce que les agents ne pouvaient pas le transporter. À côté de ça, nous avons le récepteur appelé biscuit ou MCR1 qui était utilisé autant par les agents que par les résistants et même les maquisards puisqu'il fonctionnait avec des piles. D'accord. Et je vois une valise là. C'est quoi ça? Ça, c'est la valise Paracet. C'est la valise Paracet. C'est la valise Paracet. D'accord. Alors évidemment, à côté, il y a du matériel plus moderne. Voilà. Qui sert à quoi aujourd'hui, puisqu'on est en 40? Oui, mais en 40, il n'existe pas trop. Mais aujourd'hui, voilà, il sert à écouter parce que le Paracet va très bien pour émettre, mais le récepteur du Paracet est très peu sélectif, si bien que l'on entend 4 ou 5 stations à la fois. Donc nous partageons l'antenne et le Paracet émet et le poste moderne reçoit les réponses. D'accord. Quel indicatif vous avez utilisé aujourd'hui? Alors aujourd'hui, nous avons utilisé l'indicatif F8 UFT de l'Union française des télégraphistes. D'accord. Est-ce qu'il y a eu beaucoup de contacts? C'était peut-être pas le but? Non, il n'y a pas... enfin si, on a eu quand même pas mal de contacts. Alors, pas beaucoup avec le Paracet, 5 ou 6, mais avec le poste plus puissant, on en a eu une bonne dizaine. D'accord. Ok. Et... Il entend l'eau que moi je n'entends pas. Alors donc c'est bien de le passer, la fréquence est bien occupée, alors lui il va me passer. Yes. Voilà, il va me passer comme ça. 5, 5, 8, après le 40 mètres, le 7, après le 10 mètres c'est le 10, le 15, après le 14 c'est le 20 mètres. C'est le 20 mètres. Là, c'est le 30 mètres. Le 10 mégas. C'est de 10,15. Ça, c'est eux parce qu'ils sont. Ouais, c'est à côté là-bas. Bon. Oui, alors explique-moi ce que c'est que cet appareil. Alors, c'est un émetteur-récepteur qui a servi au débarquement, Oui. qui a été parachuté par les alliés américains, qui a fonctionné pendant le débarquement. Oui. Et que notre ami Christophe, en APJ, a restauré pour la remise en état de cet appareil et qui est en état de fonctionnement. Donc il a fonctionné aujourd'hui? Oui, on l'a fait fonctionner tout à l'heure et là Jean-Pierre est parti, on va faire un essai peut-être avec celui-là aussi. D'accord. Voilà. Et donc, bon, ça fonctionne, hein. On est mis en AM bien sûr, Oui. et puis également en CW. D'accord. Voilà, quoi dire de plus? Eh bien, c'est quand même un appareil qui a vécu quand même depuis de nombreuses années. D'accord. Et le contact que tu vas faire là, il va être en C-double ou en, Là, ou en il folie? sera en phonie. D'accord. Il sera en phonie. Oui, oui, parce qu'en C-double, le problème de la C-double, tout le monde n'arrive pas à interpréter la C-double, à moins d'avoir un décodeur à côté pour pouvoir savoir ce qu'il se dit. Alors que la phonie, c'est quand même plus vivant. On n'est pas là spécialement pour faire de l'émission. Autre chose? On est là Autre chose, on a eu un petit souci justement ce matin pour le mettre en route. Oui. Il était en panne, il ne voulait pas démarrer. Oui. Et on s'est rendu compte que ça venait du vibreur. On a démonté le vibreur, on a inspecté toutes les pièces qui pouvaient susceptibles de créer un dysfonctionnement. Et là, a priori, c'est rentré dans l'ordre.